Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Angle de Vue. Près d'une heure en notre compagnie pour découvrir une personnalité que vous pensez déjà connaître. À mes côtés, pour mener cet échange, Mélinda Boulet, rédactrice en chef de France Antilles, et Kathleen Villas-Copette, rédactrice en chef de RCI. Vous le savez, cet entretien est à retrouver sur nos 3 médias. Et pour ce nouveau portrait, nous recevons aujourd'hui une auteure, compositrice, interprète qui marque de son empreinte le paysage musical martiniquais depuis bientôt 40 ans. Danielle René-Corail, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Des taches de rousseur, un sourire et une voix reconnaissable entre toutes. Des débuts avec Taxi Créole au lancement de T-Créole pour les plus jeunes, en passant par votre combat pour le statut des artistes. Nous allons bien entendu retracer votre brillante carrière. Mais avant cela, Mélinda Boulet va croquer votre portrait. Bienvenue Danielle René-Corail. Merci. Vous êtes artiste, auteur, compositeur, interprète, créatrice de T-Créole. Vous êtes née en 1964 à Fort-de-France. Vous êtes la dernière d'une fratrie de 3 filles. Votre père était horloger à l'Impasse Clarac au centre-ville de Fort-de-France. Votre maman secrétaire. Vous avez baigné dans la musique durant toute votre vie puisque votre père jouait du pipeau. Votre grand-père et son frère de l'accordéon. Votre oncle avait un groupe. Mais pour votre père, il vous l'a bien fait comprendre que Pékéni musicien la Kaili. Mais c'était sans compter sur votre détermination, votre entêtement et votre côté rebelle. Vous avez reçu une éducation très stricte. Vous avez fait vos classes au couvent, où vous chantiez à la chorale avec vos sœurs. Et même là, pour votre papa, c'était déjà trop, même s'il était très fier de vous voir briller sur scène. Le week-end, vous étiez en famille au quartier La Renée à Rivière-Pilote, le fief des René-Corail, et vous chantiez. La musique, c'est votre passion, vous ne pouvez pas vous en défaire, vous en ferez vaille que vaille. Vous rêvez aussi de devenir maîtresse d'école ou militaire et vous vous engagez dans l'armée de terre durant 5 ans. Vous démissionnez en 1988 après le massacre d'Ouvéa et à Paris, vous chantez dans des groupes tels que Archipel et la Mafia de Jean-Michel Cabrimol. Vous rentrez en Martinique en 1990 pour reprendre la boutique de votre papa pour en faire une bijouterie fantaisie, mais n'est pas prêt à passer la main, pas du tout. Alors, vous chantez. Franck Donatien vous propose d'intégrer la 2e mouture de Taxi Créole. Et là, le groupe fait sensation chez nous et ailleurs. Vous nous faites swinguer lors des soirées au golf, au Bacroix et j'en passe. Des tubes à n'en plus finir, des tournées dans la Caraïbe, en Amérique centrale. Vous devenez maman en 1995. Votre fille Morane vous inspire la création de spectacles pour enfants avec un imaginaire créole. Et voilà comment T-Créole prend vie. Avec votre licence d'organisateur de spectacles, vous vous lancez dans la production de spectacles. Vous aidez aussi les artistes et les intermittents à gérer leur administratif. Vous avez eu plusieurs distinctions, prix SACEM notamment pour vos 30 ans de carrière, la médaille de chevalier dans l'Ordre national du mérite en mars dernier. Et ce que l'on sait moins de vous, c'est que vous êtes apprécié pour votre rigueur dans le travail. Vous rêvez d'un duo avec Gloria et Stéphane et que l'une de vos plus belles rencontres a été celle avec Edith Lefel. Alors, Madame René-Corail, est-ce que ce portrait est fidèle à ce que vous êtes? Alors, merci, mais je vais dire oui, à part que le concept T-Créole, on est 2 quand même. Hein. C'est papa et maman. Oui. Il faut remettre à César ce qui lui appartient. Monsieur Gilles Voyer est quand même à l'origine aussi de ce concept. Et avec Madame Valère, Françoise, nous sommes 3 à vraiment initier donc, ce concept. Bon, depuis, c'est vrai qu'ils m'ont lâché. On en parlera longuement en 2e partie, en effet. Ils m'ont lâché, façon de parler, c'est pas vrai. Ils sont encore là, ils sont très véatifs. Vous avez grandi au centre-ville de Fort-de-France, complètement, puis au à centre-ville, Tivoli. voilà. La dernière d'une fratrie, votre père était très sévère. Ah ouais. Comment s'est passée votre enfance, du coup? C'était 0 sortie Pas de sortie, mais beaucoup de sorties en famille, en fait. Oui. Tout se faisait. Il nous autorisait, en effet. Il me laissait chanter, mais à l'intérieur, il organisait, à la limite, les fêtes, mais en famille. Ses filles ne sortaient pas. C'est-à-dire que quand toutes nos copines allaient déjà dans les premiers zouks, c'est comme ça qu'on les appelait, les 3 filles étaient à la maison. Nos copines étaient à l'extérieur, et donc, du coup, il organisait des zouks, mais dans la famille. Et comment vous gagnez votre indépendance? À la longue, hein, on va dire. C'est quand vraiment je prends mon envol sur Paris, hein, parce qu'il n'y a pas d'un... Ça a l'air choquant aujourd'hui, mais
tant qu'on est chez lui, on fait ce... Enfin, c'était la pratique et je dirais qu'aujourd'hui, ça avait du bon. Ça avait du bon, c'était l'éducation. Tant que tu es chez lui, tu fais ce qu'il veut et tu obéis. Et point barre. Et donc, mon papa, c'est vrai qu'il a été très sévère. Et avec du recul, il nous a fait sortir très tard. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai autant aimé et que j'aime encore sortir parce que, ouais, on en avait besoin. Voilà. C'est exactement ça. Et qu'est-ce qui vous pousse à vous engager dans l'armée? Parce que ça, c'est un petit peu dans votre parcours, ce qui détonne un petit peu. Ça ne détonne pas parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très... Enfin, j'aime tout ce qui est carré. Il faut que ce soit rectiligne. J'aime pas les choses asymétriques. Enfin, la symétrie, il faut qu'elle soit organisée. Donc, je suis quelqu'un de vraiment rigide. Ça n'a pas l'air, mais je peux être... ouais, un peu à l'image de votre papa, finalement. Très certainement. Vous avez hérité de son caractère? J'ai hérité de ce côté un peu cheftaine. Voilà. Et l'armée, pourquoi, en fait, du coup? Parce que, justement, je recherchais ce côté organisé. Alors bon, j'ai déchanté parce que c'est comme partout, à l'armée, il y a l'ordre et le contre-ordre. Et comme partout, enfin dans toutes les organisations, dans toutes les structures. Et en fait, je cherchais Enfin, j'avais vu un défilé au 14 juillet, je trouvais ça magnifique. Les alignements, les tenues. Et j'ai gardé ce petit côté-là quand même d'anti-créole où je regarde si ça dépasse pas. Enfin bon, ouais. C'est ce côté-là que je recherchais. Et du coup, vos parents ont mieux accepté justement cet engagement au sein de l'armée? Alors, papa, il était pauvre, sa maman, de toutes les façons, c'est quelqu'un de... C'est vraiment la maman, comment dirais-je, complice et qui suit, même si elle trouvait que des fois, elle était trop dure, donc elle passait derrière pour la pommade. Donc, ils ont adhéré complètement à la partie militaire, ça, ils étaient pauvres. La musique, papa était moins emballé parce que pour lui, c'était pas un métier. Pour cette génération-là, c'était pas un métier. Comment vous arrivez justement à le convaincre que votre métier, ce sera la musique? Une fois que je suis majeure à Paris, je lui demande plus son avis. Hein. C'est pas possible. Quand je fais mon premier enregistrement, justement en 86, je suis déjà au ministère de la Défense, je touche déjà mes premiers salaires, et là, je les appelle, à l'époque au téléphone fixe, et je lui dis, bah bon, j'ai chanté un truc, là, c'est avec M. Cabrimol, ça s'appelle Coucou l'amour, c'est pour les mamans, c'est super. Elle me dit, ouais, ou pas qu'il ne veut pas faire musique, tu vois. Je lui dis, ah oui, moi j'aime chanter, je vais toujours chanter. Et en fait, je pense que je l'ai mis devant le fait accompli quand je suis rentrée à mes premières vacances. Je lui ai dit voilà, je lui ai mis le vinyle dans la main et bon, il était content. Bon là, j'ai déjà quand même 22 ans, c'est bon quoi. Il n'a plus l'autorité. Enfin, il ne peut plus m'empêcher de faire ce que je veux. Je suis à 8000 km. Et peut-être que le vinyle aussi lui montre que voilà, ça peut être concret. Voilà. C'est concret. Bon, il rencontre les musiciens. Bon, et puis que papa, il aimait en fait la musique. C'est un musicien, donc c'est juste qu'il estimait que ce n'était pas un métier. Vous étiez en plus l'une des premières femmes en plus à embrasser ce métier. Alors il y en avait avant moi, mais c'est vrai qu'on n'était pas très nombreuses. Madame Béroir y était déjà, Suzy, je pense qu'elle enclenche en même temps que moi. Il y avait Rosie Varas. Rosie Varas qui avait chanté dans Diffé, c'était... Ah ouais, il fallait y aller. Edith aussi était là. Edith, justement, je la rencontre à cet enregistrement-là. Avec la mafia de Jean-Michel Cabrimol. Tout à fait. Elle avait chanté sur l'album d'avant. D'accord. Voilà, Maïdoudou à l'époque. Quel souvenir vous regardez de cette époque à Paris, Jean-Michel Cabrimol, la mafia? Je fais plein de rencontres. C'est vraiment le rêve. Je rencontre, je croise les musiciens de Cassav. Je suis heureuse de voir de loin Jacob, Jocelyne. C'est vraiment Ronald Rubinel et tout ça. C'est vraiment une période où on a envie de faire tout ce qui est tout. On veut tout faire. Voilà. Et bon, je suis quand même salariée au ministère de la Défense. Donc je rate quelques dates, on va dire, quelques prestations, parce que je ne peux pas tout faire. Mais c'est la période où je me dis, ah ouais, là, ça va être vraiment... je ne pourrais pas ne pas faire de musique. Et puis Taxi Créole, les plus belles années de votre carrière? Là, ça décolle vraiment, parce que je décide de démissionner, je rentre en Martinique,
Papa me fait croire que je vais prendre sa relève, mais pas du tout. Et je croise Franck à un moment où je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je fais des petits jobs, on va dire, et Franck me dit, tu ne peux pas rentrer dans le taxi. Ah ouais, là, j'avais déjà eu la proposition. J'étais à l'armée, je ne pouvais pas adhérer à la première mouture. Et là, la deuxième, je dis, ben oui, on y va. Et de là, c'est vrai que tout décolle parce que, bon, il faut le dire, bon, je travaille quand même. J'ai un autre métier qui est un peu lié, d'ailleurs, à mon expérience dans l'armée où j'encadre des agents de sécurité. Et oui, je reste encadrante quand même, planning, tout ça, ouais, c'est le profil. Et je fais aussi de la comptabilité, ce qui n'arrondit pas les angles. Et je rencontre quand même mon ex-mari et tout. C'est vrai que là, la vie, on va dire, mon parcours se définit. C'est quand même lié. La mafia, Taxi Créole, on en a parlé, puis T-Créole, on en parlera aussi en seconde partie. Vous êtes, Danielle René Corail, une habituée des bandes, des grandes familles, des groupes. Ouais. C'est ce qui vous plaît, être entouré, partager, vous n'aimez pas la solitude? Au départ, je disais ça à l'époque. Je disais ça à l'époque. C'est vrai que je ne suis pas une solitaire. Je fonctionne. Vous aspirez à je fonctionne. On y arrive. Je fonctionne. J'ai toujours fonctionné en groupe. Et l'armée n'a pas. Parce que l'armée, on est un peloton aussi, une section de filles. On apprend en fait la chorale, c'est ça. Et on apprend à être avec l'autre et à penser à l'autre. Et c'est une super école. Parce que, en fait, pour moi, c'est des valeurs. C'est des valeurs, et moi, et papa nous les avait inculquées, c'est pas compliqué. S'il y en a une qui fait une bêtise, les trois sont punis. C'était ça son truc. C'était pas une de punie. Donc, et même à Noël, il a réussi à nous offrir les mêmes cadeaux, avec le petit motif qui pouvait changer. Donc, il nous a vraiment rendus solidaires et complices. Et donc, j'ai pratiqué ça toute ma vie. Aujourd'hui, on va dire avec l'âge, je suis seule depuis, en fait, je vis seule. C'est pas mal. C'est pas mal, avec vraiment, en toute sincérité. On est plus tranquille. Je pensais vraiment, au moment de la séparation d'ailleurs, puisque j'avais toujours eu quelqu'un dans ma vie, que j'allais pas y arriver. D'ailleurs, c'est un message à toutes les femmes. Ah ben, je vous dis, c'est possible. C'est vraiment pas mal. Et niveau carrière, très rapidement, parce qu'on a aussi une petite... Niveau carrière en solo, ça vous a jamais J'ai eu un album en solo, en effet, j'en ai fait un, mais on n'en parle même pas parce que vous ne le connaissez pas. Ça n'a pas... je ne sais pas, ça n'a pas fonctionné pareil. Je pense que c'est peut-être qu'au moment où il est sorti, on n'a pas su faire et... C'est encore possible. Voilà, c'est encore possible. Non, il y a le clip existe, il y a une chanson. C'est très bien, mais. Alors justement, voilà. Que ce soit en solo ou en groupe, vous l'affirmez souvent, vous n'aimez pas les chansons gros poil. Danielle René Corail. C'est pas mon truc. Et pourquoi c'est pas votre truc? Parce que je suis pas une femme qui chine. Pourquoi ce désamour? Non, c'est parce que je trouve que ça va pas. On prend la décision. On se laisse et puis bon, chacun fait sa vie. On n'est pas obligé de pleurer derrière 20 ans, quoi. Le mettre en chanson, en fait, une chanson, s'il faut comparer musicalement, une chanson comme Kessa Levé, ça c'est une chanson de gros poil, mais qui tape du pied et qui dit ça, ouais, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Mais le zouk qui chine là, ou la nana chine vraiment tous les jours là, non, mais non, on n'est pas... C'est trop éloigné de votre caractère. Et même du caractère de la femme en général. On se trompe quand on pleure après un mec. Enfin, je ne sais pas dans notre éducation. Ma maman ne m'a pas appris à flatter un mec. Comme on dit, pas qu'à flatter un mec. C'est une expression, mais... pas qu'à flatter. Vous pouvez la remercier. Il t'aime plus. Alors, on va faire aussi découvrir à nos téléspectateurs et nos auditeurs une petite séquence. Hier soir, on vous a remis le trophée Barel Copette dans le cadre des Jeudis culturels. Je vous propose qu'on regarde un petit extrait de la soirée. La jeunesse, c'est un temps qu'a passé bien vite. Pas laisser le roi qui c'est dans la maison complète qui c'est bien. Je te demande de bien vouloir recevoir ce
ce trophée qu'on te remet et qui t'est destiné. Et c'est écrit, Association Carrefour Barrel Copette, une voix, un style. On fait décerner à Daniel Ronicorail, sans écorchure de nom. C'est important, c'est très important. Super, waouh, merci beaucoup. C'est comment je vais dire, un trophée mérité. En fait, Daniel n'est pas seulement une chanteuse. Déjà, c'est une chanteuse, on connaît déjà tout son répertoire, sa carrière, je veux dire, avec déjà la Mafia, parce qu'elle a commencé par là, c'est la première fois qu'elle enregistrait avec la Mafia. Mais derrière, il y avait Taxi Créole, ensuite, il y a eu les voix de Quack, où elle a été invitée finalement, c'est Quaxi, etc. Mais ce n'est pas que ça, Daniel. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement dévoué, quoi, qui fait ça avec bonheur, avec beaucoup de patience, qui ne s'énerve jamais. Donc, c'est un excellent manager ici pour moi, entre autres. Et voilà, elle a plein de qualités et elle mérite non seulement ce trophée, mais plein d'autres. On vient donc d'entendre votre amie, Jocelyne Berroir, qui ne tarit pas d'éloges à votre égard. Qu'est-ce que vous a fait? Alors, des prix, vous en avez déjà reçu beaucoup. Mélinda l'a dit notamment au cours de votre portrait. Voilà, qu'est-ce que vous avez ressenti hier soir en recevant ce prix Barrel Copette? C'est une forme de reconnaissance. En fait, moi, quand j'agis, je ne le fais pas pour avoir des prix. Ce n'est pas l'idée. Donc, je le fais parce que je le ressens et puis j'essaie d'aller au bout de tout ce que je fais. Et la reconnaissance je le fais de avec vos amour. pairs. Donc, quand on m'appelle pour un trophée comme c'est le cas, je me dis, écoute, tu le prends et tu dis merci. Et tu te dis, au moins, il y en a qui se rendent compte de ce que tu es en train de faire. Voilà. Et notamment, justement, la reconnaissance de ça vos permet pairs. justement à des amis. Aujourd'hui, c'est vrai que la relation avec Jocelyne est plus que professionnelle. Ça dépasse le cadre. Et c'est vrai que ça permet, en fait, de se dire « Ah, ouais, c'est vrai, je suis comme ça ». Alors, ça permet aussi de voir ses défauts, il est bien temps, mais c'est pas mal, voilà. Nous allons marquer une première très courte pause, Daniel Ronicorail, avant de nous retrouver pour la seconde partie de l'émission, où nous allons bien sûr parler de Tic Créole. À tout de suite. De retour dans votre émission Angle de vue en compagnie de Daniel Ronicorail. Daniel Ronicorail, dans cette seconde partie, on va s'arrêter sur Tic Créole plus longuement. Un concept de conte musical que vous avez lancé. Alors, vous n'étiez pas seul, vous l'avez dit, il y a 25 ans maintenant. Tic Créole a 25 ans déjà. C'est la seule comédie musicale 100% martiniquaise, voire même 100% antillaise. À l'époque, c'était assez avant-gardiste. Est-ce que tout le monde y a cru autour de vous dès le départ, ou est-ce qu'il a fallu batailler pour convaincre, oui, je vais faire ça, je vais mettre tous ces gens sur scène, on va raconter une histoire et ça va durer? C'est complètement mon petit côté cheftaine. Je pense qu'ils n'y ont pas cru, mais ils m'ont suivi. Ils m'ont tous suivi et je souris parce qu'en effet, ça m'a été... Ça m'a été dit, je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais en tout cas, je sors des idées et je leur dis, on va faire ça. Et en fait, j'ai des amis et une famille qui me suit. Ça n'aurait pas été possible sans eux. Franchement, d'ailleurs, je ne serais rien sans eux, même si je peux vivre seule. Et en fait, Tic Créole, c'est ça. Je me replonge dans les scénettes du couvent. Et il y en a, puisqu'on faisait des scénettes, mais on faisait sur la vie religieuse. Ça n'existe plus, malheureusement. Je faisais partie de la chorale du couvent et on retraçait la vie de Jésus en scène. Et j'étais souvent, d'ailleurs, la Vierge Marie ou le soldat romain. C'est assez marrant. Et il y avait aussi l'ange Gabriel, mais bon, c'était un peu plus une copine que j'embrasse, d'ailleurs. C'est venu naturellement parce que j'avais déjà fait, en fait, j'avais baigné dans ça au couvent. Donc, quand on monte un peu ça, avec Marguerite Vadeleu aussi, qui avait fait quelque chose d'un peu similaire, on va dire, sur commande pour la collectivité à l'époque. Et ça vient tout naturellement parce que je lui donne un coup de main et dans la foulée,
on met en scène les musiques que Gilles avait faites, qui étaient magnifiques, quoi. Donc, c'est comme ça que ça vient, quoi. C'est un conte vivant, Ticréole, axé sur notre imaginaire créole, les personnages emblématiques de notre mythologie. L'histoire change chaque année, la forme aussi varie. Mais quels sont, selon vous, les piliers, les fondamentaux de cette aventure artistique? Recherche identitaire, combat identitaire. Même pas recherche, parce que moi je sais qui je suis, mais j'aimerais que l'idée, le message fort de Ticréole, c'est être bien, c'est pour nos enfants qui ne se posent pas de problème de couleur. On est un melting pot de toutes les couleurs et on doit être riche de ça. Et je dis doit parce que c'est ce que moi je pense, mais j'aimerais que nos enfants le pensent. J'aimerais que nos enfants soient bien, qu'ils soient blancs, rouges, noirs. On s'en fout de la longueur des cheveux, du type des taches de rousseur. Parce que justement, petite, j'ai vécu des colibets comme on connaît. Hein. Et ça, on apprend à être fort et à être fier de ce qu'on est. Et justement, 25 ans en arrière, quand vous créez Ticréole et maintenant, est-ce que vous trouvez que les mentalités ont évolué sur ce sujet, que les enfants d'aujourd'hui ont évolué sur cette question? Les enfants d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas répondre directement, mais en tout cas ceux qui sont avant, je prends le cas de Morane, qui est quand même l'exemple de... Ben, c'est le modèle, en fait. Et je pense qu'on a réussi. Le message, il est là. Elle mettait une serviette sur sa tête pour chanter. Aujourd'hui, elle est, je pense, sûre d'elle et fière d'elle. Et elle amène encore d'autres messages. Et je pense que sa génération... D'ailleurs, je discute beaucoup avec ses amis. Pour moi, c'est les nouveaux rebelles. Ils vont changer le monde. Enfin, ils vont changer. Ça, vu tout ce qui se passe depuis 2009, on ne va pas faire de politique, mais les choses bougent. Les choses bougent. Il y a des messages forts qu'on n'imaginerait pas qui seraient passés du temps de mon temps. D'ailleurs, elle le dit dans une de ses chansons. Si les anciens sont blasés, nous faisons partie de la génération des blasés. Il y a des choses qui n'étaient pas... D'ailleurs, quand mon père dit « Pekeni musicien la Kaili », il y a une étape, finalement, je suis musicienne. C'est une première rébellion. Donc, les choses bougent. Les choses bougent. Et je pense qu'on est franchement aujourd'hui fiers et qu'on a compris ce métissage et je pense que oui. Malgré la crise sociale actuelle qui fait remonter à la surface et aujourd'hui, on n'est plus ignorant. La génération là, qui arrive, celle de Morane et même celle d'après, ils sont Internet, ils savent tout. Ils savent tout. Ça s'est vu avec le déchocage des statuts. C'était pas imaginable. Ça, pour ma génération, on essayait de chanter la chanson de Métali où on disait « Yo déplacé Joséphine ». Et là, aujourd'hui, après, on lui a coupé la tête. Et là, aujourd'hui, elle n'est plus là. Donc, ça bouge. Ça bouge. Et ce n'est pas en contradiction justement avec votre appétence pour la chose militaire, pour l'ordre et la rigueur? Mais ça n'empêche pas, pas en contre, attention, ça ne veut pas dire que je valide toute violence et tout ça. Là, je suis pas du tout, je reste une pacifique. Justement, Ticréole est la preuve qu'on peut faire bouger les choses en chantant, en passant des choses positives. On peut faire passer des messages, alors c'est plus long. Peut-être que c'est une autre forme. Je dis souvent, je ne fais pas de politique, je fais de la musique, mais je pense qu'on ne chante pas pour rien. Il faut avoir des messages à faire passer. Et si j'arrive à faire passer des messages aux enfants et aux parents qui arrivent, je ferai peut-être des meilleurs votants. C'est une autre forme de politique. Elle est pacifique. Ticréole, c'est aussi une machine logistique conséquente, une trentaine de personnes sur scène, en backstage, beaucoup de monde aussi. On est sur 3 heures de show. Non, un peu moins. Un peu moins, 2 heures au moins. On est plus sur 2 heures. 2 heures. Et il paraît que vous avez l'œil, vous l'avez d'ailleurs dit au début, sur absolument tout. Un œil bienveillant, a tenu à me préciser cette personne très proche. Comment vous faites pour que rien ne passe sur vous? C'est le côté militaire aussi, peut-être? Je suis déjà vraiment à l'origine du concept. Là, il y a l'expérience, je pense, au bout de 25 ans. Et on va dire que je note tous les postes, pour ne pas oublier.
C'est combien de temps de préparation, Ticréole? On commence à pour partir moi, de quand? c'est dès la fin de l'année scolaire, on va dire dès juin, il faut vraiment qu'on ait déjà la trame ou qu'on sache ce qu'on va faire en décembre. Et je trouve des fois même cela un peu court. Et on est déjà dans le rush, là. Alors, ce qui est intéressant aussi avec Ticréole, c'est qu'on est sur du 100% production locale. Hein, c'est un terme à la mode. Ouais. La production locale, artistes, danseurs, les costumes sont faits par votre sœur, Evelyne René Corail, qui est styliste. Ticréole, c'est aussi quelque part une vitrine du Made in Martinique sans l'œil bon comme ça? Ben, c'est possible. C'est montrer que c'est possible. Mais il y a plein. Il n'y a pas que Ticréole, il y a plein d'entreprises qui font de belles choses et sans l'œil bon comme ça. Faut même pas parler du bon comme ça. Faut tout simplement faire de la qualité pour un public de qualité. C'est pas parce qu'on fait pour les enfants qu'il faut faire, allez, à l'arrache, genre, ça va passer. Non, non, au contraire. Je pense que c'est un public qui est... Les parents sont même exigeants pour leurs enfants, déjà. Et c'est un public à qui il faut servir de belles choses, justement, pour qu'ils apprennent le bien et qu'ils le défendent demain. Pourquoi est-ce que vous-même, vous ne montez plus sur scène? Parce que je suis trop vieille pour être une fée. Il y a des vieilles fées. Comme je dis, alors ma sœur a une bonne réplique, c'est qu'il faut avoir des bons miroirs chez soi. Non, c'est que le personnage en lui-même que j'ai incarné jusqu'alors, c'était la maman de Ticréole. Et là, je serais plus sa grand-mère. Et j'avoue que Jocelyne le fait très, 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 très bien. Elle le fait vraiment bien. Et je sais pas, en 99, non pas en 99, en 2019, j'ai un accident physique qui m'a quand même, on va dire, secoué. Je me suis dit, il faut peut-être se poser. Voilà, il faut peut-être relativiser, puis voir des choses. Puis voilà, j'aime bien la vision un peu comme ça. Ça vous permet de prendre un peu je du veux recul. peut-être y retourner. C'est pas, j'y vais si sur des petites prestations, s'il n'y a vraiment pas de dispo, j'y vais. Mais sur le show, là, lui-même, j'ai envie de faire ma jeunesse. Voilà, j'ai envie de la relève. J'ai envie de voir la relève. Parce que j'ai envie à un moment, faut transmettre, faut y aller, quoi. Il y a des jeunes, il y a des talentueux. C'est une parfaite transition pour ma question suivante, parce que Ticréole, c'est aussi beaucoup une affaire de transmission. C'est ça. Entre artistes d'abord, Suzy Trébeau, Jocelyne Béroir, il y a Marilyn Ampigny qui est écrit, qui sont à vos côtés depuis le début. Et puis de nouveau, Morane, on va en parler juste après plus largement, mais je pense aussi à Izzy Kenanga ou encore Demoiselle 10, voilà, tout à qui fait. sera sur scène cette année. En quoi ce passage de flambeau est-il important pour vous, Daniel ? Je me dis que si mes parents ne m'avaient pas montré ce qu'il y avait de bien, je n'aurais pas pu acquérir certaines choses. Donc j'ai envie de donner. Et pourquoi pas? Parce qu'en fait, on va tous partir. D'ailleurs, on est encore en train de perdre plein d'artistes. Et si on peut donner, ça ne nous coûte absolument rien. C'est par affinité J'avoue que je regarde un peu ce qui se passe dans mon paysage musical, tout simplement. Je vais aller voir chanter, je fais des rencontres. En fait, quand j'ai décidé de me retirer de la scène, j'ai vraiment prospecté, quoi, de la scène de Ticréole, je parle. Donc, il y a eu Kélia Paulin, il y a eu Jessie Bilon, il y a Cindy Martelly, qui est exceptionnellement pas là cette année. Donc, il y a des choses et on a trop tendance à dire « la jeunesse ne fait rien ». Allons montrer la jeunesse qui fait, parce qu'il y en a. On va aussi parler de votre public. Les enfants d'il y a 25 ans ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Comment ce public a-t-il évolué? Et est-ce que l'histoire leur parle toujours? Alors, les enfants d'il y a 25 ans sont devenus parents. Voilà. Sont devenus parents. Donc, heureusement, c'est là où on voit que le travail a été fait, parce qu'il y en a qui ont été marqués, qui me rencontrent, qui me disent « Ah, je vais amener mon enfant ». Donc, le renouvellement se fait. Il y a eu un petit creux, je pense. Et on est au moment où tout va redécoller, justement, avec cette nouvelle génération. Et c'est pour ça aussi que je suis sortie de scène. Parce qu'il faut du neuf, il faut du renouvellement, il faut comment on dit ça? Mise à jour.
Il faut actualiser. Voilà. Donc, il faut être à l'air du temps. Et ce public, il est étonnamment présent et je le remercie d'ailleurs parce que ça fait 25 ans en effet et on va y être encore. Et je pense qu'on va avoir 3 belles salles cette année. Je suis convaincue, je le sens bien. Parlons de votre fille, Morane Voyer, qui a presque l'âge de Ticréole, elle a quelques années de plus. Ouais. Et elle a participé au spectacle dès son plus jeune âge, elle a grandi avec. Au départ, c'est vous qui l'avez poussée sur scène parce qu'il vous fallait un personnage ou c'est elle qui voulait absolument? Morane était insatiable, Morane était pire que moi, je pense, à mon âge. Morane chantait H24, sauf quand elle dormait, je pense. Dès qu'elle avait c'était vraiment, on lui demandait de se taire. On lui disait, mais tais-toi. C'était vraiment... non, il fallait qu'elle y aille. De toute façon, elle est rentrée sur scène naturellement, c'est très tôt. Morane, c'est votre fille unique qui mène aujourd'hui sa carrière de chanteuse solo avec succès. Quand Morane vous a dit qu'elle allait à son tour, comme vous, se consacrer à la musique, vous lui avez dit quoi? Est-ce que vous avez pensé à votre papa qui vous avait dit non Alors, là, quand même s'il y a séparation, c'est 2 parents quand même qui veillent et qui sont bien présents. Donc, dans un premier temps, comme de toute façon, elle a commencé très tôt, donc il a fallu qu'elle aille au bout de ses diplômes, qu'elle les ait. Et là, son papa, ça a été l'exigence du papa. Et moi, j'ai suivi, je trouvais ça tout à fait normal, parce qu'en effet, il faut avoir quand même quelque chose en main. Et bien sûr, très vite, en plus c'était en plein Covid, le premier album, tout ça, je me suis dit, mais vas-y, si je peux la pousser le plus loin possible. Vous l'avez poussée parce qu'on entend souvent dire aussi la vie à artiste raide, les parents sont souvent très inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Vous n'avez pas eu peur qu'elle galère? Ah si, tout le temps. C'est pas au passé, c'est au présent. Il y a toujours des inquiétudes, c'est vraiment pas gagné. C'est pas un métier facile. En plus, aujourd'hui, c'est pas... Nous, ici, notre petit marché nous allait, Taxi Créole, c'est pas du tout le même type de carrière. Alors, là, il faut qu'elle puisse aller au national, même à l'international. C'est ça l'idée. Parce que ça serait dommage que ce soit que la Martinique qui connaisse Morane Voyer. Cette année, Ticréole revient sur la scène de l'Atrium les 21 et 22 décembre autour des filles de Mamandlo, ce personnage fort de notre imaginaire créole, Mamandlo. Qu'est-ce que vous nous réservez cette année? Déjà, est-ce que les mascottes seront là? Moi, les mascottes sont toujours là. Elles sont toujours là, elles sont de plus en plus nombreuses. Il y en a qui prennent de l'âge, il y en a qui sont plus jeunes, mais elles sont toujours là. Et le message est fort parce qu'on va vraiment... l'écriture d'origine, elle est d'Izzy Kenanga, justement, et on va vraiment vers un combat parce qu'on connaît les problèmes qu'on a, Guadeloupe, Martinique, enfin bon, liés à l'eau. Et là, on est vraiment sur le message, mais toujours de façon ludique. Et ça va être vraiment quelque chose de super sympa parce qu'on va ramener l'eau pour qu'il y ait Noël. Nous allons marquer une dernière très courte pause, Daniel René Corail, et on va se retrouver pour la 3e et dernière partie de cette émission où nous allons justement parler de votre rôle d'administrateur culturel au service de nos artistes martiniquais. À tout de suite. De retour dans votre émission Angle de vue en compagnie de Daniel René Corail. Et pour cette 3e partie, nous allons évoquer votre casquette d'administrateur culturel. On l'a dit, vous passez avec aisance de la lumière des projecteurs à un rôle de l'ombre, puisque vous êtes donc administrateur culturel de l'association Créole et depuis plus de 20 ans, vous menez un combat, à savoir la défense des droits des intermittents du spectacle. Et vous me racontiez que c'est votre propre expérience au sein de Taxi Créole qui vous a fait vous intéresser en fait à la condition d'artiste. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Alors bon, quand le succès arrive et que tous les jeudis, jeudi déjà au golf, on brasse beaucoup de monde, donc on brasse de l'argent, on est organisateur, là il faut aller chercher les licences, il faut se mettre... J'aime bien en fait ne pas devoir, dormir sur mes 2 oreilles et avoir raison.
ne pas me retrouver à avoir que mes torts ne ressortent pas. Donc, j'ai été chercher les infos et on a créé à l'époque une association qui s'appelait TK Productions et avec Richard Marie-Claire, comptable encore plus rigide que moi, qui n'est plus là aujourd'hui. Il m'a formé à ce truc et il m'a dit on va faire ce qu'il faut. Et on a légalisé l'histoire et on a fait les fiches de paye. Parce que concrètement, en fait, à l'époque, ça se passait comment? C'est-à-dire, on se faisait payer pour comme ça. Pour reprendre l'expression des jeunes, c'était à la one again. D'accord. Voilà. Ça dépend de qui est producteur, de qui est organisateur. Il y avait, il y avait beaucoup d'espèces, donc beaucoup de blacks. Et il n'y avait pas assez de détenteurs de licence. Mais franchement, en 20 ans, ça s'est vraiment, vraiment bien amélioré. Et ça va encore s'améliorer. En sachant que, donc ça vous me le disiez, le nombre d'intermittents ne cesse d'augmenter. La France en compte à peu près aujourd'hui 300 000, donc à l'échelle de tous ces territoires. Un nombre qui augmente, mais il y en a encore beaucoup qui ne sont pas déclarés, notamment en Martinique. Oui, parce qu'en fait, c'est un système très intéressant. Quand on met le pied dedans, c'est vraiment très intéressant. C'est une couverture sociale, c'est un statut, c'est une fiche de paye, c'est vraiment être intégré à la société et au statut. Ça porte son nom, c'est un statut. Mais il reste compliqué à mettre en place parce que ce sont des organismes différents pour les charges sociales, charges patronales. Donc l'organisateur, il est toujours... Ça lui donne, ça le stresse. Et c'est quoi? C'est un problème véritablement de phobie administrative ou c'est aussi un problème d'accompagnement et d'information? Il y a la phobie administrative et il y a surtout le nombre de prestations. Vu la petitesse de l'île, nous dépendons des lois françaises et on demande à un intermittent de faire au moins 4 spectacles déclarés par mois. 4 dates déclarées par mois. Et ça, c'est difficile c'est très difficile toute l'année. C'est très difficile, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de musiciens, il y a un foisonnement de prestations, mais il n'y en a pas assez, comment dirais-je, de déclarer. Un restaurant devrait déclarer, un hôtel devrait déclarer. Qu'est-ce qu'ils risquent, ces artistes, justement, qui ne sont pas déclarés, de vivre dans une grande précarité Complètement. Ah ben, le Covid, c'était vraiment l'exemple où seuls ceux qui avaient le statut pouvaient être aidés, même si c'était une petite somme. Et en fait, quand tout s'arrête, il n'y a plus, mais vraiment plus rien. Il n'y a plus de rentrée d'argent, mais il n'y a plus non plus de couverture. Tandis que quelqu'un qui a le statut, s'il n'y a plus de date, eh ben, tous ceux qui avaient le statut ont été un peu couverts et indemnisés, ce qui est tout à fait normal puisqu'ils avaient le statut. C'est vraiment compliqué. Vous avez d'ailleurs, avec Orlan, durant la pandémie, créé l'association Le Camp, Orlan, on a créé justement pour aider ces artistes. Voilà, c'était dans l'urgence et Le Camp existe encore et on se bat pour justement professionnaliser vraiment au maximum les intermittents du spectacle. Et comment ça se passe justement pour tenter de les professionnaliser? Vous allez à leur rencontre? On va à leur rencontre. Alors bon, c'est pas toujours évident parce qu'on a perdu malheureusement notre secrétaire dans l'année là. Donc elle a été remplacée. À la rentrée, on va redémarrer. Donc il y a toutes les AG qui vont être mises en place et puis les messages qu'on fait passer pour les récupérer. Et surtout, on se bat pour que le nombre d'heures n'augmente pas. Parce qu'on exige que 507 heures. 507, oui, et ils parlent d'augmenter, alors qu'avec les 507, on ne s'en sort déjà pas. Donc, on se bat vraiment pour que ça diminue ou qu'il y ait une spécificité pour les Antilles. Où en sommes-nous des aides justement portées au milieu artistique? On a souvent tendance à présenter la France comme le pays de la culture par excellence. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est toujours vrai au vu des aides qui notamment sont allouées à nos artistes locaux? Alors, il y a des aides, c'est vrai, mais le problème c'est État-département. Il faut vraiment qu'il y ait des spécificités outre-mer. Là, malheureusement, on rentre un peu dans un peu de politique. Un artiste, je prends mon cas, je suis, je ne sais pas, hier, je suis à la Balouza, je ne peux pas me retrouver la semaine prochaine, même configuration, à Sainte-Anne.
C'est pas possible. Parce que vous m'avez déjà vu. Et je prends le cas bon, et encore moi, c'est sur les jeunes artistes qui arrivent, on prend Morane. Si elle fait, Meryl, si elle fait un Appaloosa là, c'est le cas de Meryl, là, en décembre. Il ne faut pas qu'on voit Meryl pendant tous les mois qui viennent avant. Donc ce serait des aides au voyage aussi pour justement non seulement le transport, c'est produire on ailleurs. a les compagnies aériennes, on n'a aucun soutien de ce côté-là, et au niveau des kilos non plus, mais c'est ce qu'il faut vraiment diminuer le nombre d'heures pour avoir ce statut, pour que l'artiste ait 2 prestations par mois ou 3 par mois, pour qu'il puisse avoir ce statut, parce qu'il ne peut pas se produire toutes les semaines quelque part, par rapport à la petitesse de l'île. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour faire entendre ce discours justement? Nous parlons à nos élus. Alors, Madame Conconne avait déjà pris le bébé en main. Et là, on va y retourner. Mais c'est vraiment un statut qui est tellement bien ficelé et qui est tellement arrangeant que même au niveau du gouvernement, je pense qu'ils dérangent et qu'ils vont tout faire pour l'affaiblir. Parce qu'il est vraiment bien, ce statut, quand l'intermittent, là, on ne va pas dire qu'il est tranquille, mais il a vraiment une couverture qui est beaucoup plus intéressante. Il a un filet de sécurité. Très intéressant. Voilà, il a un filet de sécurité. Vous évoquiez tout à l'heure la pandémie de Covid-19 qui a achevé de fragiliser malheureusement certains artistes non déclarés. On le sait, hein, à cause des différents confinements, il y a eu aussi énormément d'annulations de spectacles. Et les derniers événements aussi. Alors justement, c'est là que j'en venais. J'allais vous demander d'une part, est-ce que nos artistes ont réussi à retrouver un rythme de croisière post-Covid, mais aussi est-ce que le climat social que nous vivons actuellement est à nouveau en train de fragiliser la profession? Alors, à peine, on va dire, certains se sont professionnalisés dans la foulée, c'est bien, on a réussi à en récupérer quelques-uns. Et au moment, on va dire, où il y avait une petite tenue de route, il y a les nouveaux événements qu'on ne blâme pas, mais nous sommes toujours les premiers lésés, oui, c'est ça, avec les entreprises qui sont concernées. C'est ce que j'allais vous dire, parce que, sans vouloir vous interrompre, c'est vrai qu'on évoque souvent, notamment quand il y a des périodes de couvre-feu, les restaurateurs qui sont impactés, les salles de spectacle, mais les artistes en premier lieu. C'est-à-dire que en octobre, on devait faire une prestation avec Quaxi, elle n'est même pas reportée, elle a été annulée. Et on ne sait pas quand on pourra la refaire parce que la configuration même de ce qui... C'était avec un artiste qui venait de la Guadeloupe. La salle n'est plus disponible. Enfin bon, entre-temps, les choses se mettent en place. On ne sait pas quand on pourra la refaire. Pour parler des organisateurs, je ne vous ai pas encore posé la question. Quand on est dans une période où tout va bien, voilà, il n'y a pas de couvre-feu, on peut fonctionner normalement, est-ce que les organisateurs eux-mêmes jouent le jeu, c'est-à-dire soutiennent nos artistes, ou bien est-ce qu'au contraire, parfois, ça les arrange aussi que certains de nos artistes ne soient pas déclarés, donc ne soient pas bien couverts? La plupart, vraiment, ça a évolué. La plupart, ils font. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils savent que je m'en occupe, mais la plupart, ils font le nécessaire. Là, aujourd'hui, avec l'association, on est passé vraiment. Le nombre de déclarations augmente. On a vraiment beaucoup plus de travail. Aujourd'hui, en Martinique? De déclarations. Je peux pas vraiment les chiffrer, mais en tout cas, je ne sais pas, là où on déclarait. En tout cas, moi, je sais que les chiffres, les payes sont plus importantes. On déclare beaucoup d'événements. C'est ce que je veux dire. Plein d'événements qui ne se déclaraient pas se déclarent aujourd'hui. Donc, c'est pas... oui, ça va nettement mieux. Et je pense qu'on peut même prévoir qu'il y ait une autre structure aussi qui en fasse. Les mairies, les collectivités, tout le monde se met à jour. Mais c'est obligatoire. Aujourd'hui, Daniel René Corail, on fait de la musique avec des ordinateurs. C'est beaucoup plus facile de composer des morceaux. L'intelligence artificielle s'invite également. On peut demander à ChatGPT, compose-moi un morceau de zouk que le public va apprécier et ça fonctionne. Comment vous appréhendez l'avènement des nouvelles technologies dans le milieu de la création musicale? Menace ou opportunité? Je dirais plus menace, mais je me dis que l'art, non. On peut pas. Il faudrait tuer l'humain. Pour vraiment. L'intelligence artificielle ne remplacera jamais un chanteur, un compositeur. J'espère.
J'espère vraiment. C'est dangereux, parce que c'est vrai que j'ai écouté, il y a des choses incroyables qui se font. On peut tricher, mais vraiment... Et c'est là où je me dis qu'il faut peut-être qu'on remette vraiment les valeurs, parce que pour moi, c'est tricher, c'est voler. Est-ce que vous connaissez... Si je mets quelqu'un à ma place, qui chante à ma place, c'est que je triche, c'est que je vole et que je mens au public. Donc, allons remettre en place les petites valeurs que maman nous a apprises. Ne triche pas, ne vole pas. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à mener sur comment intégrer ce paramètre qui est là dans des compositions? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Les séquences sont déjà en place sur beaucoup de groupes. Les séquences, c'est au niveau des instruments. Au niveau des voix, il y a des choses qui se font, même dans tous les domaines. C'est pas que de la musique, mais c'est vrai que nous, on va vraiment, excusez-moi l'expression, prendre une tape. On est déjà en train de l'apprendre. Mais est-ce que malgré tout, Daniel René Corail, vous restez optimiste pour la suite et pour nos artistes? Je suis une optimiste. Je suis une optimiste née, angoissée, mais optimiste. Et stressée, pas angoissée. Parce qu'en fait, il faut que... J'aime bien que les choses se fassent. Et bon, je peux stresser tant que ce n'est pas fait. Et je suis très optimiste parce que il faut y croire. Et c'est pas possible qu'on puisse... tout remplacer. Cette machine, la machine humaine, c'est parce c'est nous la machine. Si c'est un humain qui a pensé l'IA. Donc, pour moi, j'espère vraiment... Voilà. Donc, je reste convaincue. Il reste la scène. Il reste la scène. Ah, on peut tricher sur la scène. Okay. C'est déjà le cas. Oui, puisqu'il y a des correcteurs sur scène de voix. Il y a plein de choses qui existent, que vous ne savez pas, mais bon, ça existe. Ça se fait déjà. Donc, en fait, va falloir vivre avec son temps et avec ces technologies-là. Ce genre de conversation, j'ai eu ces échanges-là avec Maureen, par exemple, où j'ai vu le truc venir, et rien qu'avec le portable et Internet et tout ça, là où je dis « Ah, je ne saurais pas faire », fais. Tout ce qui est... et même à ce niveau-là, je me dis, embauchons, transmettons, faisons les plus jeunes le faire à notre place, parce qu'ils savent le faire. Et c'est assez paradoxal, parce que dans le même temps, on a le sentiment aussi qu'un certain public veut revenir à la musique vintage, au live, aux vraies sonorités. Donc finalement, c'est pour ça que je me dis qu'on ne peut pas tout... C'est pas possible qu'on supprime tout. Je reste optimiste. Il y aura... On est vraiment la génération qui aura tout vu. Mais vraiment, là, je pense que, en tout cas, tant que je suis vivante, l'IA va prendre peut-être plus de place, mais on aura toujours ce live et cette vérité. C'est vraiment cet instant T sur scène, et je pense qu'il y aura les deux. C'est sur cette vérité que malheureusement nous devons refermer cette émission. Daniel René Corail, merci d'avoir partagé un peu de votre optimisme avec nous. Merci à vous, bien sûr, chers téléspectateurs et chers auditeurs, de nous avoir accompagnés pour cette 10e émission Angle de vue. Cet entretien, vous le savez, est à retrouver sur les ondes, dans les colonnes de votre quotidien et en ligne sur nos 3 médias via atv.tv, rci.fm et franceantilles.fr. Et nous vous disons à très vite pour un nouveau portrait.